Donc j'ai pris des amphétamines tout le week-end. La veille, je crois que je m'étais bien mis la tête. J'ai pas dormi. Et franchement, je me souviens plus, en fait. Et surtout, j'ai commencé à me défoncer la tête. Je me rappelle avoir été en slip. De toute façon, quand tu prends du speed et du Nantel, tu es tout graisseux, quoi. Des slips blancs à l'époque, c'est vraiment la mode. Non, ça je m'en souviens pas. C'était grosso modo du speed, mais également coupe-fin. Ça devait être dans les années... J'ai les mâchoires un peu crispées, j'ai pas dormi. Nous, d'emblée, on en prenait une bonne vingtaine, comme ça tu te retrouvais vraiment avec une tête pas possible. Je dirais 85, 86. J'avais pris beaucoup de shit avec moi. Plutôt que d'être avec les autres, tu te mets tout seul dans ton coin. Ah ben, je regardais le sol, ou je regardais les murs. Dès qu'il y a quelqu'un qui veut te parler, tu fais un regard méchant. Dès qu'il s'approchait de moi, je montrais presque les dents. Tout seul, loin des autres. Certains s'étaient battus à coups de ceinture à clous. J'ai souvenir Je me rappelle de choses comme ça. qu'on est tous en slip à un moment. Voilà, c'est un peu tout ce que je me rappelle. Et en plus, comme je fumais des pétards par-dessus, si tu veux, ça me faisait des descentes à un moment donné, quoi, où je me relaxais presque, sauf que le speed reprenait toujours le dessus, donc je me retrouvais entre quatre eaux, et à des moments un peu voilà, où je n'arrivais pas forcément à bien me déplacer, déjà parce que j'y voyais pas non plus, et je me prenais la porte, je me prenais les chaises, ils se demandaient si j'étais réellement fou ou pas, quoi, évidemment. Notre espoir, c'est le psy. Oui, moi je suis le docteur Boisseau et je suis psychiatre. En 90, j'ai été affecté dans un centre de sélection. Donc c'est le lieu où effectivement les jeunes appelés devaient passer pour que soit évaluée leur capacité physique et psychique à être incorporés au sein des armées. Votre vie est marquée par une importante étape, l'armée. Voilà ce que vous étiez, voici ce que vous êtes devenu. Quand je faisais mon service militaire. Mi-décembre, quasiment pour mes 20 ans. C'est un peu loin. J'ai reçu donc... Ma convocation ? Je me rappelle plus vraiment le jour. Mais on s'y attend de toute façon, donc j'ai pas de souvenir précis du moment où j'ai reçu la convocation. Et me dire, ça y est, je vais m'y mettre. Un peu loin, mais... À ce moment-là, moi j'ai 22, 23 ans, j'ai arrêté mes études à 20 ans. Je faisais rien, en fait, je voulais juste pas travailler. Je ne fais rien, ou presque. Le mouvement punk, vous savez, ce sont ces jeunes qui ont des cheveux en l'air avec des crêtes vert ou rouge, par exemple. Mais c'est un mouvement de jeunes qui reflète sûrement une certaine réalité. Déjà à 19-20 ans, donc j'étais bien branché par tout ce qui était punk. Même. Alors qui sont-ils ? Donc j'avais juste simplement pas envie de travailler. Ces jeunes punks. C'est une bonne question, ça. J'étais demandeur d'emploi, je faisais de l'intérim. Et c'est tout. En fait, je dessinais, j'écrivais, et puis je passe beaucoup de temps sur mon lit à lire Beckett et à tenter de me minéraliser. Voilà, bon, je sais pas. Moi, j'ai un père, comme beaucoup à cette époque-là, qui a fait l'Algérie, quoi, française. Donc, si tu veux, il y avait tout un contexte familial, social et culturel dans la ville où on vivait, où être antimilitariste, c'était un acte fort, quelque part. Attention pour les couleurs. Donc, c'est dans tout ce contexte-là que moi, je suis appelé à servir sous les drapeaux français. Envoyez. J'arrive le matin dans une grande caserne, c'est un grand mur avec une grande porte. Mais déjà, on était tous anti-militaristes, on ne pouvait pas blairer les militaires, ça c'était vraiment viscéral chez nous. J'ai déjà passé un an avec que des mecs. Mais de toute façon, c'était hors de question que je fasse l'armée. C'était hors de question d'aller servir sous les drapeaux. Donc c'était pas possible. C'est impossible, quoi. C'est une perspective, c'est un cauchemar. C'était pas possible. Le but de l'instruction aujourd'hui, c'est d'apprendre à parer le char en SS-11, c'est-à-dire en missile. C'était un peu culturel dans le milieu. Moi, j'étais vraiment dans le milieu libertaire. Ouvrez la caisse. Ça correspondait un peu au truc, quoi. On avait 2-3 badges, machin, peut-être une casquette, des Doc Martens, et puis on était P4. Voilà. Bon, alors 2 hommes. Moi, entre guillemets, j'ai été formé, enfin en tout cas j'ai entendu les histoires de mes aînés, et moi j'ai raconté les mêmes histoires à ceux qui sont arrivés derrière. Vous me prenez le missile sur votre dos et vous me le passez
au chef de char et ainsi qu'au tireur. Tout le monde dit à peu près la même Le chose. missile se présente de la façon suivante. Petit A, il faut arriver sans avoir dormi. Donc voilà, il y avait plein de gens qui nous racontaient des histoires. La tête qui contient l'explosif. Si possible, complètement défoncé. Donc c'était un petit peu effrayant. Ensuite, Et là, tu n'obéis pas, tu ne fais pas ce qu'on te dit. Et surtout, voilà, un missile de Paris. à midi, quand il faudra aller manger, tu ne vas pas manger avec les autres, tu restes dans la cour. Est-ce que tout le monde a compris? Je ne saurais jamais ce qu'il y avait au menu ce jour-là. Pour la mise de feu, fumigène. Je compte. 5, 4, 3, 2, 1, 0, feu. Il y a de grands couloirs et des salles, Gagner les positions d'abri. des salles de classe où différents gradés nous font différents discours. On a une batterie de tests à accomplir dans un certain temps. Trouver l'intrus dans ce groupe de mots. Alors il y a merle, J'ai un clou avec quoi je l'enfonce, un marteau, rouge-gorge, un tournevis perroquet, ou avec un miroir. banane. Ensuite, on attend avant d'être présenté au psychiatre. Suivant. Voilà, et après je me suis retrouvé devant le psy. Donc le psy, il a commencé à me faire parler. On s'invente une vie pour le psychiatre. Tournez-vous. Et c'était assez facile finalement pour les médecins qu'on était, parce qu'on voyait défiler toute cette population, les uns après les autres. Et, il y en avait un de temps en temps qui s'extrayait du lot en présentant tout un ensemble de symptômes qui étaient la reconduction caricaturale de ce qu'ils imaginaient être tel type de folie ou tout ça, avec voilà, des gens qui allaient dans les dictionnaires médicaux apprendre. Encore. Sachant que le but recherché par tout un chacun, c'était d'être P5. Mais voilà, moi je savais très bien qu'il fallait que je fasse tout pour être au minimum P3. P5, c'était la grande classe, quoi. Automatiquement. Après, il y avait une espèce de respect. Les gens, lorsqu'ils te croisaient, en disant « Putain, lui, il est quand même P5 ». Donc moi, en face du psy, là, je prends mon air le plus malade mental possible. Et là, donc, du coup, j'ai lâché mon histoire. Là. Si je me souviens bien, je crois que j'en avais les larmes aux yeux et que j'en pleurais en même temps que je le racontais, tellement que ça me faisait du bien de le sortir. Mais voilà. Et en fait, je me contente de m'avancer sur le bureau et de gratter le bois de son bureau. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Avec mes ongles, comme ça. Il y avait un espèce de jeu qui s'instaurait entre quelqu'un qui imagine qu'il faut en rajouter pour pouvoir être entendu et le psychiatre qui serait là pour détecter le simulateur. Parce que ça, c'était aussi une grosse question, la simulation. Très franchement, je veux dire, on n'a jamais mis en œuvre tout un ensemble de stratagèmes pour débusquer la simulation. Donc, grosso modo, je vivais en Ariège, j'étais berger là sur les hauteurs des Pyrénées. Mes copains, c'était les moutons. Mais ouais, mais vous y voyez rien. Mais de toute façon, j'ai pas besoin d'y voir. Les moutons, c'est blanc, mais les prix sont verts. Donc, je vois des taches blanches, ça suffit amplement pour gérer tout ça. Il y avait sans doute des cas. J'avais participé à une compagnie de théâtre quelque temps avant. Et donc, en gros, je sous-entends que dans le théâtre, c'est bien connu, c'est tous des homosexuels et que, voilà, je me trouve un peu forcé de... Je ne sais pas quoi vous dire par rapport à ça. Je ne vois jamais de mes semblables. Je me porte très bien comme ça. De toute façon, je ne les supporte pas. Au bout d'un moment, j'ai des montées d'ultra-violence. Je crois qu'il ne faut pas... Dès que je me retrouve à plus de 2-3 dans une pièce, je panique et j'ai envie de sauter à la gorge des gens. Je lui raconte des trucs ignobles quand j'y pense. Enfin, je dis n'importe quoi. Je dis que je prends de la cocaïne alors que j'en ai jamais vu de ma vie. Et je regardais voir en fait si j'arrivais à distinguer un petit peu des signes de la part du psychiatre pour voir si il voyait si je mentais, si je racontais des histoires ou pas. Et voilà. À un moment, je tords un peu la tête et il est en train d'écrire schizophrène, paranoïaque, tout ça. Donc je me dis c'est bon. Face à nous. Il donne un coup de tampon, on est réformé et on peut sortir dans le grand air. Bon pour le service. La vraie vie est ailleurs. Le son du train quoi, qui s'en va quand enfin le train d'eau, je me ramène à Toulouse.
Et donc bercé par ce son qui est à ce moment-là super rassurant parce que j'ai gagné et parce que je suis un P4Y5. Et donc je me suis retrouvé dans le train. Et que je ne ferai jamais l'armée de ma vie. Bon, très content d'avoir été réformé. Et à côté de moi, il y avait quelqu'un qui pleurait, un jeune gars comme moi. Et je lui demande pourquoi. Et lui, il avait été réformé et il en était malheureux de chez malheureux, quoi. Ça me met plutôt mal à l'aise, parce que j'ai vraiment le sentiment de marginalité, de ne pas être dans le truc, de ne pas être dans cet élan de tous ces braves jeunes gens qui y vont et qui ont envie de faire leur service national. C'est pas un regret très féroce, il ne va pas durer longtemps, hein, c'est plus... Mais c'est vrai que c'était une sale épreuve quand même, une sale épreuve pour des gamins qui avaient de 17 à 20 ans. C'était quand même quelque chose qui était super rude, quoi, parce que tu avais du mal à t'en remettre après, physiquement, psychologiquement, il y avait une grosse descente, quoi. Rampez, plus vite, plus vite. C'était une espèce d'épreuve du guerrier, quoi, un petit peu... Grimpez, sautez, plus vite, plus vite. Et ce sentiment d'une farce, c'est-à-dire la farce militaire et la farce de la réforme. Que eux vont jouer au Troufion et nous on joue aux esprits forts, mais finalement chacun est dans son rôle. Vous avez le sourire qui suit l'effort, lequel fait de vous des hommes. Moi, ma conclusion à la fin de la journée, c'est qu'effectivement, les 3 qui veulent se faire réformer, on voit que nous, quoi. C'est évident qu'il y en a 3 qui sont là en train de faire les cons pour se faire réformer. Or, l'armée française a des quotas, comme toute armée. On ne peut pas incorporer 100% des gens. On n'a peut-être même plus l'argent pour à ce moment-là. Donc voilà, il vaut mieux réformer ces gens-là que d'avoir pendant 1 an un dépressif, suicidaire, drogué, ou même s'il ne l'est pas, un emmerdeur, un anarchiste, un chougneur qui va se faire mal, qui va peut-être s'automutiler, qui va appeler sa maman, qui va faire l'andouille, qui va peut-être mettre une mauvaise ambiance, qui va être un fauteur de troubles, ou un intellectuel, ou un gauchiste. Qui a besoin de gens comme ça ? Arte Radio. À part Arte Radio. .com. Et pour plus ample renseignement, 3615, code armé.